Bonjour, je suis Raphaël Pot, psychologue clinicienne au CRCM et au Centre de transplantation pulmonaire de l'hôpital Foch à Suresnes en banlieue parisienne. Et je souhaitais en préambule remercier les organisateurs de ces journées de m'avoir invité à cette session. Il m'a semblé important que le format de l'image, du visuel, nous qui sommes en visio, serait plus confortable pour vous et comme pour moi. Et je voulais vous présenter quelques éléments autour de l'iconographie de la greffe, de la transplantation et du don d'organes. Ces images sont des représentations figurées de ce que chacun peut fantasmer de la greffe, de la transplantation et du don d'organes, et refléter aussi ce que disent nos patients au sujet de leur propre expérience de la transplantation. Ces images, elles évoluent au cours des siècles, mais elles sont porteuses de messages qui nous disent quelque chose des représentations sociétales sur lesquelles se construit la fantasmatique personnelle à chacun. En 20 minutes, c'est court, donc je vous prie de pardonner les raccourcis qui auront lieu forcément. Alors, historiquement, le récit d'une première greffe est rapporté dans la légende dorée de Jacques de Voragine, dans un texte du XIIIe siècle, qui retrace la vie des saints. Et l'auteur raconte entre autres la vie de saint Côme et de saint Damien, qui sont frères, jumeaux, semble-t-il, qui deviendront plus tard les saints patrons des chirurgiens et des pharmaciens. Et donc, Jacques de Voragine raconte leur vie et leurs miracles, et notamment leur miracle le plus important, qui est celui de la greffe miraculeuse. Alors, de Voragine, il relate donc la greffe d'une jambe d'un homme noir éthiopien, tout juste décédé, sur le corps d'un homme blanc, un diacre, Justinien, dont la jambe était nécrosée. Et l'iconographie de ce récit de la greffe commence historiquement avec le tableau du maître de Rinuccini en 1370, qui représente saint Côme et saint Damien en train de greffer la jambe du mort sur le corps de Justinien. Alors, à la différence d'autres peintures, d'autres peintres qui ont peint la même scène, le corps du mort est représenté dans son cercueil ouvert, avec la jambe de Justinien abîmée qui remplace la sienne. Et le donneur comme le receveur sont représentés avec la volonté de réunifier le corps du défunt, de réparer le corps du malade, et apparaît donc la notion de restauration. La jambe de Justinien est l'indice finalement visible qui atteste de l'intervention, de la restauration sur le corps du donneur défunt. Et la jambe du donneur est présentée comme restaurant le corps de Justinien. Alors la greffe ici, elle ne permet pas au corps de survivre, mais elle lui permet de fonctionner, de se mettre debout et surtout d'être à nouveau humain. La greffe, elle a pour fonction de permettre à l'individu de retrouver sa place dans l'ordre naturel, dans l'ordre divin, grâce à la reconstruction de sa partie corporelle manquante, et non pas grâce à une prothèse artificielle comme il en existait à l'époque, mais grâce au prélèvement divin de la part d'une autre, et en tout cas à l'action divine. Ça nous amène à repérer aussi dans cette représentation l'altérité entre le donneur et le receveur, qui se manifeste par la différence de la couleur de la peau. Cette altérité, cette hybridation de l'identité, elle se retrouve dans toute l'iconographie de la greffe et elle prend racine dans le texte même de Voragine, qui fait dire à Justinien qu'à son réveil, il pensait que ce n'était plus lui, mais que c'était un autre qui était à sa place. Ces propos ne sont pas sans rappeler les interrogations de certaines personnes transplantées concernant le maintien de leur sentiment d'identité et de leur intégrité corporelle. Finalement, les préoccupations identitaires décrites par les sujets transplantés que nous côtoyons tous les jours, ainsi que la question de l'altérité de l'autre, sont évoquées dès le XIIIe siècle déjà comme une préoccupation majeure. Alors, la plus célèbre des représentations de cette greffe miraculeuse qui est œuvre de Dieu est sans doute la peinture de Fra Angelico entre 1438 et 1440. Le support visuel que propose Fra Angelico, il exclut tout appareil médical, toute pharmacopée dans l'intervention de greffe. Le miracle divin ne nécessite aucun artifice. Il y a seulement les mains des deux saints qui agissent pour la guérison du diacre dans une ambiance posée, apaisée. Cette scène du miracle de la jambe noire, elle a fait l'objet de nombreuses représentations au cours des siècles.
et notamment une beaucoup plus contemporaine par l'artiste marocain Mounir Fatmi, qui voit dans cette jambe noire greffée sur un homme blanc le premier signe d'une société métissée. En 2013, il effectue une série de photomontages entre le tableau de Fra Angelico et les photos en noir et blanc d'un bloc opératoire en activité. Il superpose la peinture de la Renaissance avec les photos d'un bloc opératoire actuel. C'est intéressant de noter la sobriété des gestes de Saint-Côme et de Saint-Damien et les mains, comme on a dit déjà, à même le corps du Justinien et la jambe du défunt. Et comment cette sobriété se mêle finalement aux instruments du bloc qui représentent la technologie, aux masques, aux gants qui représentent les mesures d'hygiène. Et dans ces photos-montages, les médecins contemporains qui sont photographiés côtoient les deux saints et tous ne semblent plus formés qu'une seule équipe au chevet d'un même patient. Alors, ces œuvres, elles mettent encore une fois en scène les préoccupations d'identité, d'hybridation, en mêlant finalement deux temporalités, deux corps, mais aussi en mêlant deux champs de croyances qui se sont opposés au cours des siècles. La croyance en la science, d'une part, au sein de laquelle règne la raison, et puis la croyance en une présence divine, au sein de laquelle la foi et le sacré dominent. Et cet antagonisme apparent, il est presque annulé au sein de l'œuvre de Fatmi, qui donne à voir finalement une unité dans un anachronisme très évident. Alors, le XXe siècle voit la réalisation des premières transplantations d'organes qui révolutionnent les codes du corps et de la médecine. La transplantation devient un acte effectué par des hommes de science, et non plus un acte divin. Sa réalisation, elle va interroger le citoyen qui voit à la fois une incroyable avancée technologique, scientifique, médicale, mais qui peut aussi comprendre que finalement, elle peut toucher à des interdits tels l'inviolabilité du corps humain et le franchissement de la mort et renvoyer à un fantasme de toute puissance. Les premières transplantations interhumaines sont médiatisées et fascinent le grand public au XXe siècle qui, malgré les questions éthiques, en tout cas soulevées, ovationnent les réalisateurs de la greffe. Les médias vont s'emparer de cette innovation et présenter les transplanteurs au travail dans leur bloc opératoire. Là, on voit en 1967, au lendemain de la première transplantation cardiaque interhumaine, le monde se réveille, fasciné par les images de l'exploit du professeur Barnard en Afrique du Sud. Et celle du receveur aussi, et de la donneuse. Ces images vont circuler dans le monde entier. Alors, comme on l'a dit, finalement, la transplantation ne relève plus du domaine du secret ni du sacré. À partir de ce moment-là, elle est l'œuvre d'hommes, pour des hommes, par des hommes, grâce à la science et à des progrès. Et finalement, elle devient donc potentiellement accessible à tous. Et à partir de ce moment-là, l'iconographie de la greffe va se modifier, continuer à se modifier. À l'époque d'Internet, où les accès au public sont simplifiés, directs, il faut qu'il y ait des messages qui soient immédiatement compris. Et si ce n'est plus la dimension miraculeuse et divine qui est le moteur de la représentation de la greffe, ni non plus celle finalement de la prouesse médicale et technique, c'est la pénurie d'organes qui va motiver les plans de communication actuels, parce que finalement le manque d'organes, c'est le revers de la médaille du succès de la transplantation d'organes. Les images de la greffe sont aujourd'hui des images qui vont inciter au don d'organes, qui fait appel à la générosité, à la solidarité des personnes, en respectant leur liberté de dire non à cette demande. Les différentes images du don qui vont suivre sont tirées de campagnes publicitaires contemporaines et vont donner des indices sur certains des fantasmes sous-jacents à la représentation du don d'organes et de la transplantation dans la société occidentale. Et chacune de ces images, elle fait écho à ce que nous entendons de nos patients au quotidien, et c'est pour cela que je les ai retenues. Alors, la première chose, c'est ce que j'ai appelé la vivacité du donneur, qui est une des représentations possibles de l'incidence du don et de la transplantation.
quelque chose du donneur survit activement et est représenté. Le donneur est mort, effacé, on le voit dans la première image, par le corps transparent du donneur. On le voit aussi par les yeux fermés dans la seconde image, mais il est quand même toujours représenté. Le donneur, il est relié au receveur, qui deviendrait son pendant vivant, presque, comme semblent montrer finalement les deux visages de la deuxième image, dont on peut être frappé par la similarité entre ces deux visages. On suppose que le donneur est représenté par le visage en noir et blanc, les yeux fermés, et que le receveur est représenté par le visage coloré, les yeux ouverts. La similarité de ces visages, elle peut renvoyer au double, voire au même, à deux expressions différentes d'un même visage montrant la mêmeté des deux, la confusion donneur et receveur, et par là même quelque chose de la dépersonnalisation du receveur qui peut se voir parfois, dont les receveurs peuvent faire part, ou bien de l'identification du receveur à son donneur, comme cela se repère aussi dans la clinique. L'expression du visage de la receveuse sur la première image rend compte de sa gratitude et l'étreinte heureuse du corps du donneur qui fusionne avec celui du receveur peut aussi renvoyer à un fantasme d'incorporation du corps fantomatique du donneur. La fusion des corps représentés dans cette image renvoie au fantasme de scène primitive d'une fusion originaire où deux entités ne font qu'une. Cette représentation peut aussi laisser penser que l'intégrité corporelle qui est perdue lors de l'explantation serait dorénavant une unité corporelle partagée via la transplantation de l'organe. Lieu des émotions, ce cœur partagé, comme on le voit sur l'image, renvoie non seulement à une unité corporelle commune, mais aussi à une dimension sensuelle qui s'exprime dans cet instant capté entre la vie et la mort. Cette image-là, en tout cas, ne permettant pas, au contraire des précédentes, de savoir qui est en vie, qui ne l'est plus. La vie de l'un se nourrit de celle de l'autre. Un autre sort fantasmatique très courant, c'est l'image de la chimère, qui est figurée ici par la mince frontière, voire l'absence de frontière entre le corps du donneur et celui du receveur. Cette représentation sous-jacente de la confusion entre donneur et receveur est renforcée par la phrase d'accroche « On ne sait jamais qui sera donneur, qui sera le receveur » ou qui sera donneur ou receveur. Certaines certitudes de statut renvoient aussi à un fantasme d'interchangeabilité. Ce ne sont plus seulement les organes qui sont interchangeables, mais les sujets eux-mêmes. La transplantation interroge l'identitaire au point de faire craindre parfois à une perte partielle d'identité propre. Et la représentation publicitaire vient attester de cette perte d'identité au travers du mélange des corps et des identités. La symbolique de la Renaissance est très présente, on le sait, souvent chez bon nombre de personnes transplantées, notamment aussi, en tous les cas des poumons, puisque c'est aussi la population qui m'intéresse, puisque la respiration renvoie souvent au symbolisme du premier souffle de la naissance. Ce fantasme de renaissance atteste de la victoire sur la menace de mort, quel que soit l'organe transplanté d'ailleurs, et cette symbolique est aussi utilisée dans l'iconographie du don d'organes afin de signifier le don recréateur de vie qu'il représente. Dans cette image tout particulièrement, il est donné à voir au travers de cette renaissance une hybridation du donneur et du receveur dans une identité nouvelle, et dans le même temps, il est dit que c'est anyone. Anyone, tout le monde, n'importe qui peut donner. Le don de vie que le donneur fait en donnant ses organes et le don de vie que chaque mère fait en mettant au monde un enfant sont mis finalement en parallèle avec l'étrange figure de l'homme enceint. Enceint de quoi? De qui? D'un organe, de son donneur, de sa donneuse. Que reçoit-on finalement quand on reçoit un organe? La question de la transmission, elle est posée. Que transmet-on quand on donne ses organes? Que reçoit-on quand on reçoit des organes? Que reçoit-on du donneur quand on reçoit ces organes? L'esprit de la chose donnée dont Marcel Mauss parle dans sa théorisation du don et du contre-don se matérialise au travers de cet homme enceint. Cette image donne à voir le questionnement sur l'origine d'une identité nouvelle, voire d'une filiation
nouvelle dont le chirurgien transplanteur est un acteur. Et cette question de la transmission et de la filiation, elle est particulièrement à l'œuvre dans la mucoviscidose du fait de la dimension génétique de la maladie. Alors, lorsqu'un donneur est prélevé, il est la plupart du temps, il est prélevé de plusieurs organes qui iront à plusieurs receveurs. Cela sous-tend un fantasme de parcellisation du corps du donneur, éparpillé entre plusieurs receveurs. Le rassemblement des receveurs dans ce dessin permet de réunifier finalement symboliquement le donneur, le corps du donneur, et pour chacun des receveurs de penser une unification possible de son propre corps à travers celui des autres receveurs, avec un seul merci qui unifie les receveurs. Alors jusqu'à présent, les représentations de la greffe et du don d'organes que nous avons vues ont laissé transparaître souvent des fantasmes de corps partagés, d'identité mêlée entre donneur et receveur, et qui ont mis en évidence la difficulté à différencier parfois fantasmatiquement le donneur de son organe donné, voire parfois le donneur du receveur. Donc, en 2013, Swiss Transplant a entamé une campagne de publicité en faveur du don d'organes en affichant dans tous les centres de soins et dans les hôpitaux les portraits de 11 personnes transplantées. Et sur ces affiches, les titres sont très accrocheurs. Hein. Je suis morte depuis 12 mois. Alors ça contraste, finalement, cette sémantique, elle contraste beaucoup avec le sourire éclatant de cette jeune femme. Et la suite du texte nous permet quand même de mieux comprendre. Je suis morte depuis 12 mois, ou je devrais l'être. Si je suis en vie, c'est grâce à l'organe dont quelqu'un m'a fait don à son décès. Donc, le message délivré par cette campagne, il est clair. Si cette femme est en vie, c'est certes que quelqu'un a donné un de ses organes, et le donneur est gratifié, remercié, mais c'est l'organe qui permet à cette femme de rester en vie. C'est l'acte du don d'un organe qui est mis en avant avec sa puissance salvatrice, et moins la personne du donneur, comme dans les représentations précédentes. En 2015, l'Agence Propreg au Brésil mène une campagne dans laquelle le don y est représenté dans sa dimension héroïque, voire super-héroïque. Les références à des héros connus de tous, qui sont surhumains, salvateurs, invincibles, manifestent aussi la dimension d'altruisme et de puissance de l'organe. Les organes que nous possédons tous et que chacun possède sont investis d'un pouvoir grandiose, puissant, bienveillant, et le donneur, en donnant, devient finalement lui-même un héros. Donc, l'aspect de ces organes donnés surpuissants renvoie à une dimension aussi mécanique d'un organe fort et rassurant. En 2014, l'association We Want to Be Alive propose des spots publicitaires à l'attention des plus jeunes, enfin des jeunes gens, pour parler du don d'organes. Et il met en scène des situations absurdes dans lesquelles des personnes se mettent en danger, des jeunes gens se mettent en danger. Et ça va être le terrain d'un appel au don d'organes avec cette réserve en forme de leitmotiv. 8 de ces organes peuvent être donnés. Heureusement pour nous, son cerveau n'en fait pas partie. La dimension sarcastique, évidemment, des affichages est présente quand elle s'adresse, en l'occurrence, aux donneurs potentiels, que peuvent être ces jeunes gens que nous pouvons tous être. Ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est que le donneur, il n'est que potentiel. Il est à venir. Il est toujours vivant au moment où il advient dans l'image. Le receveur est, lui, absent de cette représentation, absent de ce temps pré-mortem dans l'image, mais bien présent au travers des fantasmes de mort que le discours annonce. Fantasmes qui ne sont pas sans rappeler, bien sûr, ceux qui peuvent survenir chez les patients en attente de greffe. Ces fantasmes meurtriers à l'égard du donneur à venir, en tous les cas, sont pris en charge dans ces images par les créateurs de ces photographies, et puis voire par tout à chacun d'entre nous qui regardons en ce moment ces images et dont on peut sourire, mais avec un peu d'horreur aussi. L'absurdité de ces situations dépeintes, elle permet aussi d'amoindrir la culpabilité associée
au vœu de mort du donneur. Alors, les ressorts de la responsabilité et de la solidarité citoyenne sont bien sûr utilisés dans les images d'appel au don d'organes. Chacun est invité à être responsabilité en tant que donneur potentiel. Les donneurs dans cette image sont absents de l'image. Il y a seulement la petite malade qui attend. Et ça va user d'un appel à la réflexion. L'image va laisser le choix à chacun de pouvoir finalement donner à un enfant ou jeter ses organes avec une dimension assez culpabilisante. La mort des organes, des déchets des organes sont représentés au travers de cette poubelle ouverte, prête à recevoir qui de l'enfant, qui des organes. Cette image, parue donc sur les réseaux sociaux, sert à la promotion du don d'organes comme un acte que l'humain, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa provenance, peut effectuer. Cette image, elle représente des cœurs semblables les uns aux autres, extraits de corps dont les parties sont alors interchangeables. La vision mécanique du corps est à l'œuvre ici, peu importe le réceptacle, chaque cœur y entre. La vision généreuse du don fait aussi référence à une matérialisation du corps humain et à sa parcellisation. Signifier les origines des cœurs, présenter cette image, spécifier leur provenance, engage cependant un rassemblement, à une identification commune des hommes, quelle que soit la couleur de sa peau, en une seule entité, donneur potentiel. Les créateurs de cette image, représentant des poumons sous vide, emballés, étiquetés, dénoncent une représentation des organes comme objet consommable, monnayable, prêt à être consommé. Comme on va au supermarché, on s'achète un organe. Cette représentation utilitariste fait entrer finalement les organes humains dans le registre du consommable, accessible à souhait, et c'est probablement une des représentations qui rend compte de la pénurie d'organes. Ainsi, en pensant que les organes sont suffisamment banalisés et en nombre pour être accessibles à chacun comme au supermarché, le citoyen peut se passer finalement de donner sa position personnelle, de penser à son potentiel don d'organes et d'en discuter avec sa famille, avec ses proches, et de se servir en cas de besoin s'il était un jour receveur. Néanmoins, derrière cette banalisation de l'organe sous vide, l'auteur, évidemment, révèle un fantasme anthropophagique, le poumon pouvant être mangé. Peut-il être mangé au même titre que n'importe quel morceau de viande, ou bien les vertus du donneur seraient-elles aussi ingérées? Et ça, c'est une des questions très intéressantes que se posent aussi les patients. Nouvelle campagne de publicité apparaît sur les réseaux sociaux en 2018 en France, mêlant la générosité du don aux valeurs écologiques et citoyennes. Le corps devient recyclable, offert, disponible à une deuxième vie, voire peut-être à une troisième, etc. Donc un certain fantasme d'éternité sous-tend ce généreux don qui présente le corps comme recyclable à l'infini peut-être, qui transforme, améliore l'autre, laissant à chaque étape une parcelle de soi, comme une trace finalement de sa propre éternité. Le donneur à venir est ici représenté vivant, en chair et en os, nommé Charles Éric d'ailleurs. Cette représentation permet-elle une identification à un sujet porteur de générosité ou d'altruisme, ou bien peut-elle au contraire être source de difficultés identificatoires au message du don, tant l'actualité, la factualité, le corps nu et les éléments relatifs à l'identité du donneur potentiel, du donneur à venir, peuvent être source de rejet. Je suis recyclable indique que le sujet, nommé, visualisé, s'engage dans cette voie du recyclable altruiste et invite l'autre, vous aussi, à l'identique. Ce n'est plus une part de soi, un organe qui est recyclable, transplantable, mais bien un sujet tout entier, vivant, identifié. Enfin, une autre voie de l'appel au don dans les médias est repérable. La prise de conscience par les hommes de la nécessité du don d'organes peut passer par la culpabilisation.
Le message délivré ici est qu'un donneur potentiel, en refusant de donner, entraînerait avec lui dans la mort des personnes en attente d'un organe. Si vous n'êtes pas donneur d'organes, quand vous mourrez, vous prenez quelqu'un d'autre avec vous, vous emportez quelqu'un d'autre avec vous. Ces affiches mettent en scène un donneur potentiel mort, entouré de cadavres, des cadavres de ceux qui attendaient, mais qui attendaient de lui sans qu'il ne sache lui-même, un organe. Donc le donneur est personnalisé, reconnaissable par son habit qui est différent de celui des malades en attente. Il est stigmatisé, entouré de 7 cadavres. Le parti pris des créateurs de cette campagne était de faire prendre conscience que la mort peut participer à un acte de vie. Le propos n'est pas de donner, mais de pointer que le refus de donner ses organes empêcherait la continuation de la vie de plusieurs personnes et que finalement le non-donneur deviendrait coupable de non-assistance à personne en danger. Il n'est plus question d'inciter à donner par solidarité ou par bienveillance ou par conviction, mais de condamner celui qui ne donne pas. Alors en conclusion, pour finir, je voudrais dire que si ces différentes représentations de la greffe disent quelque chose de l'évolution de la pensée du corps, d'abord uni au divin, puis corps séparé de son âme, ce qui a permis d'ailleurs l'évolution de la médecine, la naissance de la réanimation en devenant finalement objet de la science. Cette iconographie que je vous ai présentée, elle ne tient pas compte de l'évolutivité personnelle des représentations psychiques du greffon, du donneur et des organes natifs chez les personnes transplantées que nous rencontrons. Ainsi, les représentations personnelles psychiques de nos patients ne sont pas figées comme peut l'être l'image ou les images présentées. Ces représentations psychiques personnelles, elles évoluent au fil du temps de greffe et elles peuvent être multiples. Elles peuvent porter sur des objets animés ou non, sur des objets bienveillants ou dangereux. Les donneurs et les greffons peuvent être englobés, mêlés l'un à l'autre ou bien distingués l'un de l'autre. Les nouveaux objets à investir psychiquement que sont les greffons peuvent être présentés comme des organes, comme des tissus fonctionnels, comme des pièces de rechange, ou bien comme des objets libidinalisés, investis, partagés ou non avec le donneur, investis aussi parfois comme des organes originels qui auraient été réparés par l'acte de transplantation. Donc, au cœur de la transplantation se noue une alliance entre des corps, le corps du receveur, le corps du donneur, le corps médical. Et au cœur de l'intime, le sujet transplanté fantasme le donneur et les greffons qui lui conviennent. Je vous remercie de votre attention.